Bonsoir nos chers abonnés, nous sommes lundi 21 février 2022. Bienvenue dans cette actualité, mais avant les têtes de chapitre. Depuis quelques semaines, les autorités de la transition ont engagé une opération de récupération du patrimoine battu ou non battu de l'État. Lors d'une assemblée générale tenue ce samedi 19 février au siège de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo a exprimé son engagement pour prendre part à l'élection présidentielle prochaine. Détails à suivre. Au tribunal de première instance de Dixine, Toumba Diakité restera encore en prison. Sa demande de mise en liberté rejetée. Détails à suivre. Au Mali, le Conseil national de transition CNT, qui fait l'office d'organe législatif malien, a entériné ce lundi 21 février 2022 une transition de 5 ans avant la tenue des élections. Les détails, c'est dans ce journal. C'est tout au compte des titres. D'autres actualités non titrées viendront compléter ce journal. Vous êtes les bienvenus. Hôpital. La gestion des biens de l'État, notamment la gestion financière, rencontre une forte résistance et a toujours été le talon d'Achille de la gouvernance en Guinée. C'est à juste raison que les audits des finances publiques ont été engagés par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD afin d'assainir les finances publiques et de moraliser la gestion publique. Face à cette situation, des critiques s'élèvent pour crier au règlement de compte. Cette vision des choses de ceux qui sont visés par des poursuites judiciaires et proches n'est pas du tout de l'avis du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques. Hôpital. Dans une déclaration lue à la télévision nationale, le procureur spécial de la CRIEF, Ali Touré, a mis les pendules à l'heure en ces termes. Les autorités actuelles ont constaté que depuis toujours, il y a eu des détournements de deniers publics sans que personne ne lève le petit doigt. Pour sanctionner ces faits, elles ont eu le courage de créer une juridiction chargée de punir ce genre de crime en toute indépendance, a fait remarquer Ali Touré. Il ajoute que la CRIEF n'est pas là pour régler des comptes. Elle n'a reçu aucun courrier venant de la présidence ou d'un membre du CNRD demandant de poursuivre une personne. Nous travaillons en toute indépendance. La CRIEF a été créée dans le seul but d'assainir et de moraliser la gestion de la chose publique. Je garantis le respect des droits de toute personne poursuivie devant la CRIEF parce que la loi dit que personne ne comparaîtra devant la CRIEF sans avocat. Si la personne poursuivie n'a pas les moyens de prendre un avocat, l'État va lui commettre un avocat. Personne ne sera jugé devant la CRIEF sans avocat. C'est une garantie procédurale suffisamment importante pour préserver les droits de toute personne poursuivie devant la CRIEF. Hôpital. Dans la matinée de ce lundi 21 février, s'est tenue la réunion hebdomadaire du cabinet du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, sous la présidence du ministre Ousmane Gawal Diallo. Au cours de cette rencontre, les sujets liés au lancement du guichet unique du permis de construire, le projet de digitalisation, le financement des projets d'urgence et le projet de construction de la cité ministérielle ont été largement abordés. Sur le point relatif au guichet unique du permis de construire, le ministre Ousmane Gawal Diallo a rassuré que malgré les contraintes, son lancement aura lieu le mercredi 23 février 2022, conformément aux engagements pris à la SFI, le partenaire, et que les contraintes seront levées progressivement. Quant à la digitalisation, après la présentation par le secrétaire général du niveau d'avancement de la procédure de recrutement d'un prestataire à travers un avis à manifestation d'intérêt de concert avec la PRMP, le ministre est largement revenu sur les impératifs liés à la digitalisation. Il s'agit du référencement du bâti, de la base de données des baux à construction, de la dématérialisation du guichet unique du permis de construire et du guichet unique du titre foncier. Il a exprimé tout son attachement à ce projet de digitalisation. Attendons de voir la suite. Hôpital. Je vous le disais au sommaire. À l'occasion de la 24e Assemblée générale de l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG, tenue ce samedi 19 février 2022, le président du parti a exprimé son engagement à croiser le fer pour prendre part aux prochaines élections présidentielles et ne compte plus se laisser traîner dans la boue. Car depuis quelques semaines, la récupération des domaines de l'État est sur toutes les lèvres. Les autorités de la transition ont engagé une opération de récupération du patrimoine immobilier
budget de l'État. Cette initiative est mal prise chez le président de l'UFDG, qui d'ailleurs appelle à ses militants à la vigilance sur le processus de transition en cours. C'est Loudalen Diallo. Si on dit qu'il n'y a pas d'élection et que nous, on ne doit pas participer aux élections, ben ça c'est autre chose. Si 2010, on a accepté, 2020, on a pratiquement accepté, ils inventent encore des motifs pour dire ceci et cela, il faut en ce moment que nous réagissons. Nous ne voulons pas ça. Conspirons à être vigilants et attentifs. C'est un seul outré remonté face à une foule compacte qui prêche la paix et le dialogue. Nous allons continuer à prêcher le dialogue, la concertation, pour qu'on ait une transition inclusive, apaisée, parce que nous sommes attachés à la paix et on espère qu'on sera entendu. Il faut éviter les conflits. Il y a eu trop de conflits, trop de morts. Je ne le souhaite pas pour la Guinée. Il faut rappeler que le leader de l'UFDG est sommé de quitter son domicile avant le 28 février prochain. Hôpital. Le CNRD a inscrit à l'agenda de la transition l'assainissement des finances publiques et la moralisation de la chose publique. Parmi les actions engagées par le pouvoir de la transition, la récupération des domaines de l'État qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Face à cette situation, le directeur général du patrimoine bâti public a fait une déclaration à cet effet. Sur les ondes de la radio nationale, Mohamed Doussou Traoré a laissé entendre que le foncier est à la fois un problème politique, économique et sociétal. Pour cette raison, le patron du patrimoine bâti public estime qu'il n'y a pas de chasse aux sorcières. Ceux qui sont concernés par la situation seront tous convoqués. Des commissions sont mises en place au sein de la direction générale du patrimoine bâti public. Chacun viendra avec son dossier pour examen et vérification. L'État sera rétabli dans ses droits, mais aussi les populations, selon la loi, rassure Mohamed Doussou Traoré. Par ailleurs, ils sont nombreux les occupants des bâtiments de l'État qui ont falsifié les documents et dossiers en leur nom. Sur le sujet, le directeur général du patrimoine bâti public, Mohamed Doussou Traoré, a été catégorique. Tous ceux qui seront pris dans cette situation seront traduits en justice. En attendant, le travail de vérification des dossiers cas par cas a commencé. La direction générale du patrimoine bâti a été prise d'assaut par ceux qui estiment avoir des preuves que les domaines et bâtiments qu'ils occupent leur appartiennent. Hôpital. Dans la matinée de ce lundi 21 février, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Alpha Bakar Bari, a reçu en audience le chef de la coopération de l'Union européenne, Jean Zosé. L'entretien a tourné autour de la possibilité de l'Union européenne à investir dans le domaine de la formation des formateurs au niveau de l'enseignement technique. À l'entame des discussions, le ministre de l'Enseignement technique a tout d'abord remercié la délégation de l'Union européenne pour le déplacement et l'intérêt porté à son département. Ensuite, Alpha Bakar Bari a évoqué les enjeux de l'enseignement technique en République de Guinée. Il a fait part à la délégation européenne du diagnostic, mais aussi sa vision par rapport aux réformes qu'il souhaite engager pour rendre le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle plus attractif. Ce sont entre autres la rénovation des écoles et CFP en termes d'infrastructures et équipements, mais aussi des contenus du programme d'enseignement. Le ministre a également exprimé son souhait de voir la Guinée se doter des écoles d'électricité et de l'eau, compte tenu du potentiel que le pays regorge dans ces deux secteurs. Au sortir de la rencontre, le chef de la délégation de l'Union européenne a exprimé la volonté de son institution à accompagner la Guinée dans la redynamisation du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On est venu tout d'abord pour féliciter Monsieur le ministre pour sa nomination et après pour voir avec lui quelles étaient les lignes stratégiques de son ministère pour les années à venir et voir comment l'Union européenne pourrait peut-être dans une certaine mesure accompagner cette stratégie de développement de l'enseignement professionnel en Guinée. Pour nous, c'est un point clé pour le développement de l'emploi, pour l'amélioration du climat des affaires. Donc nous pensons que c'est vraiment un secteur très stratégique pour les interventions. On va essayer d'avoir une intervention beaucoup plus stratégique, rassure Jean Zosé, tout en rappelant qu'il y a déjà d'autres partenaires européens qui interviennent dans le
secteur de l'enseignement technique guinéen, notamment dans certains programmes de réintégration. De son côté, le ministre Alpha Bakar Barry s'est félicité de cette rencontre avec le chef de la délégation de l'Union européenne, tout en exprimant le souhait de voir l'Union européenne investir dans le domaine de la formation des formateurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. On en a profité pour partager avec la délégation le document de stratégie que nous venons de produire, ainsi que le contenu de la feuille de route que le Premier ministre nous a donné. Sous cette base, certaines pistes se dessinent, notamment un véritable problème de formation des formateurs, un vrai programme de développement du capital humain à l'intérieur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, des points de synergie avec le secteur privé, notamment le secteur des mines, des services, de l'agriculture et du BTP. On veut mettre en place des programmes spécifiques d'alternance pour que nos jeunes étudiants puissent avoir l'opportunité de pratiquer ce qu'ils apprennent en théorie dans les écoles, a expliqué Alpha Bakar Barry. Sur ces attentes de la coopération avec l'Union européenne et les autres bailleurs, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a insisté sur la mise en place d'un véritable programme de formation des formateurs sur le moyen et le long terme pour que la Guinée puisse être capable de former ses propres formateurs pour le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La décision est finalement tombée ce lundi 21 février 2022 au tribunal de première instance de Dixine. L'ancien aide-de-camp du capitaine Moussa Dadis Camara, inculpé depuis 5 ans à la maison centrale dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009, restera en prison. L'audience de référé pour statuer sur sa demande de mise en liberté n'a pas prospéré. Nous avons été surpris de cette décision rendue par la juge des référés Makoya Camara. Elle ne constate pas que son mandat n'a jamais été renouvelé et aussi l'existence d'un certificat médical. Mais ressort que la dénonciation du non-renouvellement du mandat de dépôt ne s'est pas passée dans le temps et que son certificat médical devrait être renouvelé pour lui être opposable. Il s'agit d'une mauvaise appréciation des choses résultant de leur méconnaissance. Toute chose qui a abouti à ce mal jugé, car tout le monde sait que Toumba a dénoncé le non-renouvellement de son mandat en saisissant toutes les juridictions du pays. C'est très étonnant. Le dossier de Toumba est très sensible et nous disons qu'aucune autorité n'ose l'aborder. Il est réservé juste de servir de caution pour répondre à la place de tous ceux qui ont commis ce massacre. Il va donc continuer son séjour à la maison centrale et nous ferons appel de cette décision, a déploré Maître Paul Yomba Kourouma, visiblement très déçu devant la presse. À présent, nous irons à l'intérieur du pays. Les faits se sont produits ce samedi dernier, 19 février, dans la sous-préfecture de Banko, dans la préfecture de Dabola. C'est un incendie d'origine inconnue qui a ravagé ces cases et leur contenu. Le feu n'a causé aucune perte en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels y ont été enregistrés. Selon les informations, c'est aux environs de 13 heures que cet incendie s'est déclaré dans ces 9 cases du district de Banko Centre. Les habitants des lieux étaient absents. Cet incendie s'est déclaré vers 13 heures. Nous étions partis saluer le décès d'un de nos oncles paternels à Kankaya et le reste de nos familles se trouvait au marché. Il n'y avait personne dans les concessions et le vent soufflait. On ne sait quand même pas comment cet incendie-ci est déclaré. Cependant, il y a eu assez de dégâts matériels, mais pas de perte en vue humaine. On note 9 cases et leur contenu. 2 magasins, 3 cuisines ont été calcinées. À cela s'ajoute une maison de pente chinoise. Le plafond a aussi été incendié. Même une aiguille n'est sortie. Nous demandons aux personnes de bonne volonté de nous aider. Nous sommes dans une déception totale. Nos manger et nos biens sont tous restés dans le feu, a dit Bangali Kourouma, l'une des victimes. Pour finir ce journal, nous irons en dehors de nos frontières. Le Conseil national de transition CNT, qui fait office d'organe législatif au Mali, a entériné ce lundi 21 février 2022 une transition de 5 ans avant la tenue des élections. C'est une douche froide pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Alors que l'organisation sous-régionale se montrait favorable à une transition d'un an, le Mali, pour envisager une levée de l'embargo économique,
économique décrétée depuis le 9 janvier 2022, le CNT vient d'entériner ce lundi une période de transition pouvant aller jusqu'à 5 ans avant des élections et un retour des civils à la tête du pays. Le Conseil national de transition CNT, dirigé par le colonel Malik Diaw, a approuvé par 120 voix pour, aucune voix contre et aucune abstention une révision de la charte de la transition. Désormais, elle fait office d'acte fondamental durant ce quinquennat précédent et retour des civils à l'horizon 2027. La révision approuvée ce lundi dispose que la durée de la transition sera conforme aux recommandations formulées à l'issue des consultations nationales qui, tenues en décembre 2021, les conclusions des assises ont donné mandat aux autorités maliennes de conduire une transition de 6 mois à 5 ans. Les assises ne mentionnent pas de date exacte pour la tenue des futures élections présidentielles et législatives, devenues la paume de discorde entre le Mali et la CEDEAO. Hôpital. Mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cette actualité. Merci de votre attention. Au revoir.